messieurs, bonsoir. Il est 19 h. Voici les titres de votre journal. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a nommé hier les membres du nouveau gouvernement que dirige le Premier ministre Abdelaziz Jarrad. Annonce faite par le Premier ministre, conseiller à la communication, porte-parole officielle à la présidence de la République. La liste du nouveau gouvernement dans ce journal. Remplacer les sacs en plastique par les sacs en papier à pain. Nous irons visiter une usine de papier à pain à Alger, une production nationale qui existe depuis les années 90. C'est le reportage de ce journal. Le dossier agricole de ce journal ne conduit à l'Oued où la surproduction de pommes de terre ne trouve pas de preneur. À Ouergla, nous irons au plus près des investisseurs agricoles qui font face aux aléas climatiques. La découverte de ce 19 h nous emmène à Bnizgen visiter un club équestre, plus qu'un sport, une passion pour que les anciens souhaitent transmettre aux plus jeunes. De belles images à découvrir à la fin de ce journal. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Comme annoncé dans les titres donc, le président de la République Abdelmajid Tebboune a nommé hier soir les membres du nouveau gouvernement conduit par le Premier ministre Abdelaziz Jarrad. Voici la liste de ce nouveau gouvernement. Sabri Boukadoum, ministre des Affaires étrangères. Kamel Beljoud, ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. Belkacem Zourmati, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Abdelrahman Raouia, ministre des Finances. Mohamed Arkab, ministre de l'Énergie. Taïb Zetouni, ministre des Moujahidines et des Ayants droit. Youssef Belmahdi, ministre des Affaires religieuses et des Waqf. Mohamed Wajaout, ministre de l'Éducation nationale. Shamseddin Chitour, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Houyem Benfriha, ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnel. Malika Bendouda, ministre de la Culture. Brahim Boumzar, ministre de la Poste et des Télécommunications. Sid Ali Khaldi, ministre de la Jeunesse et des Sports. Kautar Krikou, ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme. Farhat Ait Ali Ibrahim, ministre de l'Industrie et des Mines. Sherif Oumari, ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Kamel Nasri, ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville. Kamel Rezik, ministre du Commerce. Ammar Belhimer, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Farouk Chiali, ministre des Travaux publics et des Transports. Arisqi Baraki, ministre des Ressources en eau. Hassan Marmouri, ministre du Tourisme, de l'Artisanat, du Travail et de la Famille. Abdelrahman Ben Bouzid, ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. Ahmed Chouki Fouad Ashaq Youssef, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Basma Azouar, ministre de la Relation ou des Relations avec le Parlement. Nassira Ben Harrat, ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables. Sid Ahmed Farouki, ministre de la Pêche et des Productions halieutiques. Yassine Jeliden, ministre de la micro-entreprise, des start-up et de l'économie de la connaissance. Béchir Msaïtfa, ministre délégué chargé des statistiques et de la prospective. Fouad Chehat, ministre délégué chargé de l'agriculture saharienne et des montagnes. Aïssa Bekay, ministre délégué chargé du commerce extérieur. Abdelrahman Lotfi Jamel Ben Hamed, ministre délégué chargé de l'industrie pharmaceutique. Hamza El-Sid Sheikh, ministre délégué chargé de l'environnement saharien. Nassim Diafa, ministre délégué chargé des incubateurs. Yassine Walid, ministre délégué chargé des start-up. Rachid Bladhan, secrétaire d'État chargé de la communauté nationale et des compétences à l'étranger. Bachir Youssef Sahairi, ministre, secrétaire d'État chargé de l'industrie cinématographique. Salim Dada, secrétaire d'État chargé de la production culturelle. Nordin Morsli, secrétaire d'État chargé du sport d'élite. Yahya Boukhari a été nommé quant à lui secrétaire général du gouvernement. 2 semaines après l'élection du président de la République, Abdelmajid Tebboune, il a nommé hier les membres du gouvernement, du nouveau gouvernement dirigé par le Premier ministre Abdelaziz Jarrad. Ce nouveau gouvernement compte 39 membres, comme on vient de le voir, dont 7 ministres délégués, 4 secrétaires d'État et 5 femmes ministres. Les détails avec Jazia Bayou.
Le nouveau gouvernement est marqué par le maintien de plusieurs ministres à leur poste, à l'exemple de Sabri Boukadoum, Belkacem Zarmati, Mohamed Al-Gab, Tayyib Zitouni, Youssef Belmahdi, Sherif Omari et Kamel Beljoud, respectivement ministres des Affaires étrangères, de la Justice, de l'Énergie, des Moudjahidines, des Affaires religieuses, de l'Agriculture et de l'Intérieur. 4 autres ministres ont retrouvé des postes qu'ils avaient déjà occupés par le passé. Il s'agit de Abdelrahman Rabia, qui retrouve ainsi celui des Finances, de Farouk Chiali aux Travaux publics, Sid Ahmed Ferrouhi au ministère de la Pêche et de Hassan Marmouri, qui retrouve le portefeuille du Tourisme. Plusieurs nouveaux ministres ont fait leur entrée au gouvernement, à l'image de Mohamed Oujaout, nommé ministre de l'Éducation nationale, de Shamseddine Chitour, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et de Yassine Djeridan, qui prend la tête d'un nouveau département ministériel, à savoir celui de la micro-entreprise, des start-up et de l'économie de la connaissance. Le nouveau gouvernement, dirigé par Abdelaziz Djerad, compte au total 39 départements ministériels, dont 5 ont été confiés à des femmes. Il s'agit de la formation et de l'enseignement professionnel, de la culture, de la solidarité nationale, des relations avec le Parlement et de l'environnement et des énergies renouvelables. Le nouvel exécutif compte également 7 ministères délégués, dont celui aux start-up confié au plus jeune membre du gouvernement, Yassine Oualid, âgé de 26 ans. On retient également la création de 4 secrétariats d'État dédiés à la communauté nationale et des compétences à l'étranger, à la production cinématographique, la production culturelle et enfin celui dédié au sport d'élite. Cette nouvelle composition se veut le lancement du changement économique en Algérie, conformément aux promesses faites par le président de la République lors de sa campagne électorale et affirmées dans son discours à la nation lors de la prestation de serment. Ce communiqué maintenant du ministère des Affaires étrangères. Le Premier ministre Abdelaziz Djerad a reçu aujourd'hui un appel téléphonique de la part de son homologue français Édouard Philippe qui lui a fait part des félicitations et des meilleurs vœux de succès dans la mission qui lui a été confiée par le président de la République Abdelmajid Tebboune. Le Premier ministre français a exprimé la disponibilité des autorités françaises à donner aux relations entre les deux pays un élan rénové à la mesure de leur ampleur et de leur densité dans l'ambition et l'ambition partagée. Les deux premiers ministres ont passé en revue l'état de ces relations et sont convenus à la mise en œuvre des différents mécanismes de dialogue et de coopération qui existent entre les deux pays dans le cadre de la concertation, équilibre des intérêts, le respect mutuel et la confiance. Dans l'actualité de ce vendredi, l'Algérie aide le peuple libyen à dépasser la conjoncture difficile qu'il traverse. Plusieurs tonnes d'aide humanitaire sont acheminées par le Croissant Rouge algérien. Le convoi quittera demain Janet pour arriver en Libye par route Naïma Chekchek. Ce qui lie l'Algérie à la Libye, c'est bien plus qu'une frontière de presque 1000 km. C'est un cordon ombilical, une histoire intimement liée, une parentalité même, au point que ces aides qui partent de Janet via un pont aérien depuis l'aéroport militaire de Boufarik surpassent le caractère humanitaire pour s'attribuer l'épithète familiale. Car Algérie et Libye, c'est une seule famille. Et Janet au sud est bien la sœur jumelle de Ret ou de Sardallas ou de Sabha ou encore de Damas. Janet donc, qui s'est chargée elle-même de conduire par voie terrestre en Libye ce matin ces aides qu'elle a reçues, plus de 100 tonnes en toute nature, en attendant d'autres aides encore. Sur instruction de Monsieur le Président de la République, ces aides humanitaires sont adressées aux frères libyens. Pour indication, ces initiatives ne sont pas étrangères à l'État algérien. Il y a déjà eu beaucoup d'initiatives. Nous souhaitons que ces aides vont alléger un peu la détresse et la situation sociale que connaissent nos frères en Libye. C'est une centaine de tonnes d'aides constituées notamment de couvertures et de médicaments, etc. Elles seront réceptionnées, Inch'Allah, demain par nos frères libyens. 3 avions sont arrivés à Janet, chargés d'aide à écouler en Libye. La caravane transportant ces aides est partie ce matin vers le peuple libyen frère pour matérialiser notre esprit de fraternité et de solidarité. Ceci n'est qu'un prélude à plusieurs caravanes pour le peuple libyen.
Avec ces caravanes chargées surtout d'amour pour le peuple libyen, c'est tout l'engagement de l'Algérie, gouvernement et peuple exprimé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à faire preuve d'une solidarité inconditionnelle et illimitée avec le peuple libyen pour l'aider à dépasser la conjoncture difficile qu'il traverse à la faveur d'une solution libyenne interne, objet d'un consensus entre toutes les composantes du peuple libyen, loin de toute ingérence étrangère. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. C'était l'appel à la prière d'Al-Aïcha pour Alger et ses environs. Dans l'actualité internationale, le Parlement turc a voté hier une motion qui permet aux forces turques d'intervenir en Libye pour soutenir le gouvernement de Tripoli. Une mesure qui risque d'aggraver le conflit qui déchire le pays. Aussitôt, le président américain a mis en garde son homologue turc contre toute ingérence étrangère susceptible de compliquer la situation en Libye. Les détails avec Naïma Chekchek. Le vote hier par le Parlement turc d'une motion permettant au président Recep Tayyip Erdogan d'envoyer des militaires en Libye pour soutenir le gouvernement de Fayez Sarraj, reconnu par l'ONU, a suscité moult réactions internationales qui soutiennent que cette éventuelle intervention, si elle venait à se réaliser, compromettrait davantage encore la situation déjà fragile en Libye et aggraverait le conflit fratricide qui déchire le pays depuis 2011. Le chef de la médiation onusienne, Rassan Salamé, a exprimé son inquiétude
inquiétude face à la nette escalade des ingérences étrangères dans la crise que traverse ce pays, appelant à un cessez-le-feu, tandis que le président américain Donald Trump a, lui, mis en garde son homologue turc contre toute interférence étrangère, dit-il. Le Caire a de son côté fermement condamné le vote du Parlement turc, considérant qu'une intervention d'Ankara aurait un impact négatif sur la stabilité de la Méditerranée. Force est de constater que la Libye est devenue le théâtre d'une lutte d'influence entre deux camps. D'un côté, la Turquie et le Qatar qui appuient le gouvernement d'union nationale, le GNA, et de l'autre, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l'Égypte qui soutiennent les forces de l'Est libyen, celle de Khalifa Haftar, qui veut prendre la capitale Tripoli. Notons que l'Algérie se caractérise par sa diplomatie constante, travaillant au rapprochement entre les protagonistes libyens afin que le pays retrouve une stabilité perdue voilà 9 ans. Dans cet imbroglio libyen où les intérêts étrangers stratégiques convergent pour embourber encore plus le pays dans l'instabilité, rien ne dit que le président turc enverra effectivement des troupes militaires en Libye, tant les pressions internationales sur lui fusent. Les experts parlent éventuellement de l'envoi par la Turquie de conseillers militaires, plutôt que des troupes. Et on revient dans ce journal sur le bilan opérationnel de l'Armée nationale populaire durant l'année 2019, conformément aux instructions du haut commandement de l'ANP qui vise le renforcement des efforts et la vigilance afin de préserver la disponibilité opérationnelle de son haut niveau pour faire face justement à toute éventuelle menace qui vise la sécurité et la stabilité du pays. L'année 2019 s'est distinguée par de grands résultats, comme nous allons le voir dans quelques instants, en matière de lutte antiterroriste contre la contrebande, le trafic d'armes et le narcotrafic. La criminalité organisée également par la neutralisation et l'arrestation de nombre important de terroristes, le démantèlement de plusieurs réseaux de soutien et la destruction d'un nombre de casemates et d'abris servant de refuge aux groupes terroristes. Ces opérations organisées et coordonnées entre les différentes unités de l'Armée nationale populaire ont permis l'arrestation d'un grand nombre de contrebandiers et la récupération d'importants lots d'armements, de munitions, de drogue, de carburant et de marchandises prohibées. Ce qui reflète la volonté du haut commandement de l'Armée nationale populaire à mettre en échec les desseins macabres des criminels qui démontre aussi le professionnalisme et la vigilance et la détermination de nos forces armées à la préservation de l'intérêt suprême du pays et la protection de la souveraineté du territoire national, comme le confirme le résultat que nous allons voir dans un instant. Et on vous parle dans ce journal d'un sujet qui s'invite souvent dans les discussions. L'utilisation du sac à pain en papier au lieu des sacs en plastique. Eh bien, sachez que la production de ces sacs existe et remonte aux années 90. L'usine que nous vous proposons de visiter se trouve à Bir Total, produit jusqu'à 25 000 sacs en papier par heure et la demande ne fait qu'accroître. C'est ce qu'a constaté Felabra sur place. Reportage. Leader dans la fabrication des sacs à pain en papier, dans cette usine d'emballage située à Ouled Jbel à Bir Touta, la confection remonte déjà à plus de 2 décennies.
Proposé dans les années 90 au boulanger, le sac à pain en papier n'a pas trouvé preneur. Il aura fallu attendre les années 2000 pour qu'enfin le sac trouve acquéreur, suscitant l'intérêt des artisans boulangers. Forcé à lancer ce produit-là, c'était par rapport à ce qu'on a vu à l'étranger. Le pain était mieux préservé, c'est-à-dire dans un sac en papier, que dans un sac de nylon qui perdait de sa valeur nutritionnelle. Il pouvait même, c'est-à-dire causer des problèmes de santé. Dans le cas du pain, on parle dans le cas du pain, et c'est ce qui nous a donné l'idée de lancer une campagne de sensibilisation, ce qui nous a fait, même on est arrivé à donner des sacs gratuitement aux boulangers, et cela depuis les années, je pense, 90-91. Avec une production qui avoisine plus de 25 000 sacs par heure, le papier utilisé dans cette usine est un papier alimentaire, biodégradable et recyclable, portant des inscriptions réalisées à partir d'encre à eau. Différents modèles sont réalisés et proposés pour une ou plusieurs baguettes. Quel sera le coût du sac à pain en papier pour les boulangers? Ça représente 1,52 $ le sachet. Voilà le sachet d'une baguette concernant une baguette. Pour les 2 baguettes, il fait exactement en ce moment à 48. 1 dinar concernant les 2 baguettes. Ainsi que pour les 3 baguettes, il fait 2 dinars 60. Voilà le sac concernant le sac en 3 baguettes. Dans certaines boulangeries, le sac en papier a fait son entrée depuis déjà quelques années. Un choix judicieux, mais surtout justifié. Depuis son ouverture, depuis 2006, a opté pour les sacs en papier, pour préserver la santé du client, premièrement, et l'environnement, en deuxième position. Au fil du temps, la clientèle s'est vite familiarisée avec ce changement, passant du sac en plastique au sac en papier. Très satisfait. على جال لو بابي على جال تسمى سي ليجين كارت بابي مليح ماغري غدو يتلقط يتحرق ماشي كيما البلاستيك. Le constat est là. La santé publique, les valeurs nutritionnelles du pain, la préservation de l'environnement, un tout qui dépend d'un tout petit sac en papier. Nous allons maintenant à Constantine, 3303. Notez bien ce numéro si vous souhaitez faire une réclamation au service de Sonalgaz. 6 wilayas de l'Est du pays sont concernés par ce centre d'appel. Objectif, prendre en charge les doléances des consommateurs. Mariam Tamis. Le centre de contact de Constantine. Pour améliorer la qualité de service, la Sonalgaz s'est dotée d'un nouveau système, un centre d'appel de contrôle à distance. La société de distribution de gaz a mis à disposition des clients le numéro vert 3303 pour prendre en charge les réclamations du client et l'orienter par la suite selon sa wilaya. Cette structure couvre 6 wilayas, Constantine, Batna, Moulbouaki, Khanchla, Tébessa et Mila. Les clients sont orientés selon la nature de leur réclamation. Nous contrôlons le réseau à distance. C'est un système informatisé, ce qu'on appelle les automates de coupure, les automates d'ouverture et de fermeture, qui nous permettent tous de localiser le problème. Il y a ce qu'on appelle les automates de coupure. Le centre d'appel reste à la disposition de tous les citoyens à travers le numéro vert 3303 tous les jours de la semaine. À Ouadsouf, la production de la pomme de terre est abondante, vous allez le voir. Le prix au kilogramme est au plus bas. Sur place, les producteurs se plaignent du manque de transport pour acheminer leur production vers les autres wilayas. Le représentant de la Chambre d'agriculture appelle même les autorités concernées à l'aide. Camille Mellel. Sont consacrés à la culture de la pomme de terre dans la wilaya d'El Oued. Cette année, la wilaya a enregistré une récolte de 13 millions de quintaux, représentant ainsi 30% de la production nationale. Ce qui lui vaut d'être encore une fois en tête des wilayas en matière de production de pommes de terre. Les agriculteurs de la région se plaignent cependant du prix de ce légume sur le marché, qui, selon la majorité des exploitants, serait trop bas. Nous avons cette année une bonne production de pommes de terre, mais le hic est le prix très bas de cette dernière qui est pourtant d'une très bonne qualité. Elle n'est qu'à 25 dinars.
Le prix de ce produit n'est pas stable sur le marché. C'est incroyable de constater que le prix de la graine de pomme de terre importée depuis l'étranger est de 200 dinars et ici le prix de la pomme de terre est de 25 dinars. La commercialisation est un autre obstacle rencontré par les agriculteurs de la région. Les agriculteurs souffrent énormément du problème de la commercialisation. C'est pour cela que je lance un appel aux autorités concernées, et ce en tant que représentant de la Chambre d'agriculture, pour prendre en charge les préoccupations de ces producteurs. Les agriculteurs de la région gardent donc espoir de développer l'investissement dans cette filière et d'organiser la commercialisation non seulement sur le marché national, mais également aller vers l'exportation. Et avant d'aller vers l'exportation, les exploitants agricoles de Ouargla veulent régler quelques problèmes. Ils font face aux aléas climatiques, les températures élevées en été et les vents violents en hiver, d'où la nécessité d'assurer leur investissement. Sur place, la Caisse nationale de mutualité agricole fait un travail de sensibilisation, nous dit Flabras. Située à 230 km du chef-lieu de la wilaya de Ouargla, Gassitouil est une région agricole par excellence. Elle compte plus de 100 000 hectares. Cette exploitation agricole exploitée dans le cadre d'une association algéro-turque s'étend sur une superficie de plus de 11 000 hectares. Des résultats surprenants ont été enregistrés en matière de production céréalière et maraîchère, un rendement certes très important mais qui subit les aléas du climat, notamment les bourrasques de vent. Dans cette région du Sahara, nous subissons les violents vents durant la période automnale et les vagues de grande chaleur en été, ce qui freine fortement notre activité agricole. La qualité de la terre est excellente, le périmètre agricole est très large, l'eau est à profusion dans cette région, la production ne peut être que de bonne qualité et en grande quantité. Pour alléger ces risques naturels, un programme de sensibilisation a été organisé par la Caisse nationale de mutualité agricole en direction des agriculteurs de la région afin de les sensibiliser quant à l'importance de contracter des assurances agricoles contre tout type de catastrophes naturelles. Nous savons que dans les régions du sud du pays, le risque des catastrophes naturelles est très important, tels que les vents et le verglas, ce qui peut endommager facilement toute une production estimée à plusieurs quintaux. Notre rôle est d'accompagner et de sensibiliser les investisseurs pour contracter des assurances agricoles. Nous sensibilisons les éleveurs et les agriculteurs pour que chacun préserve son activité et son potentiel, que ce soit une richesse végétale ou animalière. Ce type d'assurance préserve l'économie nationale, préserve l'agriculteur et l'éleveur contre les catastrophes naturelles. En plus des subventions et des aides de l'État, contracter une assurance agricole est primordial pour les investisseurs et représente une alternative en cas de catastrophe naturelle pour un dédommagement financier majeur. Une assurance qui pourrait bien intéresser les éleveurs de Sidi Bel Abbas sur place. Une campagne de vaccination contre la fièvre afteuse pour les bovins a été lancée. Ces éleveurs sont sensibilisés à travers des spots publicitaires et des programmes à la radio locale, nous dit Yanis Aïd Belkacem. Sidi Bel Abbas, une région à vocation principalement pastorale et qui compte 350 000 têtes de bétail, se lance dans une campagne de vaccination pour les petits ruminants dans le but de préserver la bonne santé des bovins. Mais quels sont donc les signes alarmants? Les signes cliniques كما نقولوا احنا الباينين عندنا hypersalivation c'est-à-dire السائل اللعاب يكون الافراز تاعه بغزاره عندنا inapétence عندنا hyperthermie البقره درجة الحرارة ترتفع inapétence تتوقف عن الأكل عندنا دي بواتري عندنا لي بواتري وكاين عندنا العلامات الباينين كاع الباينين عندنا دي زافت تكون دي زافت au niveau de la langue. Cette campagne de vaccination lancée par les autorités concernées contre la fièvre afteuse a pour but de sensibiliser les éleveurs. Plus de 19 100 vaccins contre la fièvre afteuse sont disponibles, en attendant un deuxième lot de 10 900 doses. Nous essayons de sensibiliser un maximum d'éleveurs à travers plusieurs canaux de communication tels que la radio régionale ou les tables rondes et parfois même des spots publicitaires. Des maladies infectieuses qui causent souvent un important taux d'avortement et engendrent d'énormes pertes pour les éleveurs. Nous vous emmenons maintenant à Bni Yezgan où une petite association apprend aux plus jeunes l'amour de l'équitation. Au pas, au trot et au galop, certains font leur premier baptême, d'autres se perfectionnent à dos de cheval. Raouf Hamouch.
Amateurs de grand air et d'aventure, l'équitation est le sport qu'il vous faut. Faire une pause nature tout en se musclant et en travaillant son équilibre. C'est ce que promet l'équitation, un sport pratiqué de père en fils dans cette famille qui a créé le premier club hippique de Beni Yezgan. L'idée de fonder un club hippique a été tout d'abord motivée par l'envie des enfants à pratiquer cette discipline. Mon frère est parti à Tiaret où il a suivi une formation d'équitation et a réussi à réunir toutes les conditions pour fonder ce club. Alhamdoulilah, on a pu terminer la première session et aujourd'hui nous allons entamer la deuxième. Le club équestre a ouvert ses portes aux enfants pour la pratique de cette discipline. حصان تاعي يشوشولي وعلمني بابا وعمي كيفاش نطلع في الحصانة وكيفاش نهبط وكيفاش ندير أوكالو وكيفاش نمشي كيفاش نمشط وكيفاش نحيلو الجام ونحتلو الطعام. J'ai appris à monter à cheval. Maintenant que j'ai acquis une bonne expérience, je commence à concourir dans des compétitions. En plus de l'apport positif sur le corps, l'équitation apporte un bien-être moral, surtout pour les enfants. L'équitation n'est pas juste un sport, mais aussi une discipline, une éducation. Les enfants atteints d'autisme ont pu observer une amélioration de leur état émotionnel grâce à la pratique de l'équitation. L'équitation qui apprend à créer un lien avec un animal qu'on a rarement l'occasion de côtoyer ailleurs. Voilà, avec ces belles images, nous arrivons à la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi. En bas de votre écran, les adresses web pour le replay de vos programmes. J'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain. Midi, belle soirée à tous.